Madame, Monsieur, bonsoir. Dommages collatéraux de la guerre en Ukraine au menu de questions d'actu ce soir. Après 11 jours d'un conflit qui s'enlise, la situation humanitaire est jugée catastrophique dans plusieurs villes ukrainiennes. Malgré un troisième round de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, et bien que les efforts diplomatiques se multiplient à l'international, mais les négociations semblent déjà vouées à l'échec. D'ailleurs, les deux premières rondes de pourparlers n'ont pas abouti à un arrêt des combats, mais elles ont toutefois permis la création de couloirs humanitaires. L'armée russe a d'ailleurs annoncé, en l'occurrence aujourd'hui, un cessez-le-feu pour évacuer les civils des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kiev, Mariupol et Soumy. L'ONU avait pour sa part annoncé que le nombre total des personnes ayant quitté l'Ukraine pour chercher refuge dans les pays voisins avait déjà dépassé les 1,5 million de personnes. L'UE envisage l'arrivée de 5 millions de réfugiés. On évoque déjà une crise humanitaire en Ukraine. Le point sur la situation en compagnie de mes deux invités ce soir. Bonsoir Ivan Martin. Bonsoir. Vous êtes Senior Fellow au Policy Center for the New South, économiste et chercheur au groupe de recherche interdisciplinaire sur l'immigration de l'université Pompeu Fabra de Barcelone. Bienvenue sur le plateau de questions d'actu. C'est à moi, merci. J'ai également le plaisir d'accueillir professeur Abdelfattah Zine. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut universitaire de la recherche scientifique à l'Université Mohamed V de Rabat. Ça a changé de nom. C'est l'université, c'est l'Institut universitaire des études africaines, euro-méditerranéennes et ibéro-américaines. Autant pour moi. Messieurs, on commence avec un point sur la situation, d'abord sur le terrain. Donc on commence à déjà voir que le passage des réfugiés est plutôt facilité puisqu'il y a ouverture de couloirs humanitaires. Mais sinon, sur le terrain, on s'attend à ce que Kiev soit assiégé dans les jours à venir. Vous en pensez quoi, professeur Zine ? Alors, j'en pense quoi? Je peux, comme je l'ai écrit dans un billet dernièrement, c'est qu'aujourd'hui, la question de cette crise humanitaire, d'abord, la guerre qui tourne, ce n'est pas une guerre comme on l'a déjà dit et comme certains le voient, comme une guerre de blocs communistes contre capitalistes ou autres, mais aujourd'hui, c'est une guerre géostratégique pure et dure. Et donc c'est aujourd'hui, la question d'immigration pose problème parce qu'on a vu que, surtout à partir de l'Union africaine, qui déclare que les Africains sont maltraités, et Macky Sall avec le commissaire Mohamed Faki, ils ont déjà lancé un appel et ils se sont inquiétés un peu du sort des Africains. On a relayé sur les médias sociaux que les non-européens, les non-occidentaux, d'ailleurs même, parfois des phrases un peu de stéréotypes, blancs avec yeux bleus, blonds et autres, qui sont bienvenus. Les autres, ils sont non seulement chassés ou non reçus au niveau des secours. Ça pose problème. Aujourd'hui, on a des éclaircissements de la part, disons, des officiels, que ce soit de l'Ukraine ou de l'autre. Aujourd'hui, le grand problème, c'est que la question de la migration des réfugiés des couloirs humains pose problème parce que cette crise, chacun veut en tirer profit pour se dire que je bataille pour des questions humaine et humaniste. Nous allons y revenir, mais d'abord un point sur la situation militaire. Professeur Martin, est-ce que aujourd'hui, parce que la guerre s'enlise, on dit que la Russie est un peu malmenée, est-ce que vous pensez que avec la prise de plusieurs villes, ce ne serait pas le cas et que Kiev pourrait être effectivement assiégée et prise dans les jours à venir? Je ne suis pas expert militaire, mais ceci dit, c'est clair que la force militaire est du côté russe, certainement, pour commencer. Et c'est clair aussi, à mon avis, que les plus ces conflits durent et les plus de dégâts ça cause en Ukraine, les plus graves, ça va être la catastrophe humanitaire et les conséquences économiques pour le reste du monde. En termes de catastrophe humanitaire, vous venez de mentionner la perspective des 5 millions de migrants, énorme, mais
qui pourrait s'avérer courte dans le sens, on a vu dans l'espace de 10 jours seulement, avec les conflits limités avec quelques zones de l'Ukraine, on a vu à niveau de 150 000, 200 000 réfugiés par jour, surtout des femmes et des enfants. Si jamais demain il y a une occupation totale du territoire avec une destruction massive des grandes et moyennes villes en Ukraine, il n'est pas à exclure que l'exode prenne une ampleur beaucoup plus importante, qui pourrait aller jusqu'à même plus de 500 millions, qui n'y a pas de précédent, sauf dans la guerre en Syrie en 2012, à partir de 2012. Alors, quand on regarde un peu les origines de cette crise, il y avait déjà, on va dire que l'Ukraine était déjà prédisposée compte tenu de la composition ethnique de ce pays. Il y a bien sûr les pro-russes et il y a les Ukrainiens. Même si ce sont des Ukrainiens, mais c'est des pro-russes. D'ailleurs, ils sont russophiles. Est-ce que vous pensez qu'ils feront partie des gens qui vont opérer cet exode hors de l'Ukraine ou ils vont choisir de rester ? Il y a un grand trou noir sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Ukraine comme à l'intérieur de la Russie, mais les indications que j'ai d'ici et de là indiquent plutôt que même les russophones ou les russophiles, si vous voulez, ukrainiens, sont très déterminés à s'opposer à cette invasion et à l'occupation russe. C'est difficile à comprendre les chocs que les images qu'on voit tous les jours, que les Russes et les Ukrainiens voient tous les jours aussi, sont en train de créer dans l'opinion publique et russe et ukrainien, y compris russophones ou russophiles, et qui pourraient, à la limite, causer une déstabilisation politique, même pour le régime de Vladimir Poutine. Très bien. Une réaction, professeur Zine, et aussi par rapport à ce mouvement massif de population ukrainienne provoqué par cette guerre. De quelle Ukraine pourrait hériter, si toutefois cette invasion est clôturée, de quelle Ukraine pourrait hériter Vladimir Poutine ? Je pense que c'est un peu très tôt de parler de quelle Ukraine va hériter Vladimir Poutine, parce qu'on ne sait pas essentiellement les outputs de cette guerre. On connaît les inputs, il y a beaucoup de débats autour de ça, qui a déclenché cette guerre, qui sont les causes. Mais le grand problème... Il reste un grand point d'exclamation, plutôt d'interrogation sur les vraies causes de cette guerre. Je pense que parler de vraies causes, ça nécessite beaucoup plus une chose qui est absente dans la politique internationale, c'est la clarté et la clairvoyance. Malheureusement, tout discours politique international, entre guillemets, ça nécessite beaucoup d'éclaircissement. Les non-dits, ils sont là. Comme quoi ? Et par exemple, les questions quand la Russie parle un peu de cette zone tampon, des anciens traités et tout qui ne sont pas mis en œuvre. De l'autre côté, on parle d'autre chose. On parle par exemple de la liberté, de la démocratie, de la souveraineté de l'État ukrainien. D'autres, ils parlent aussi de toute cette manipulation qui a mené jusqu'à aujourd'hui ce pouvoir ukrainien. Manipulation par qui ? Certains évoquent l'OTAN. Oui, si on se réfère Washington. à certains billets qui circulent du côté de l'OTAN, de l'Occident. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'est une guerre géostratégique qui, moi personnellement, en tant que Marocain, en tant que sociologue et en tant que résident des pays du Sud, ça m'intéresse dans le sens où comment est-ce que ça va aggraver ma situation et quelles sont les possibilités à ce que j'essaye plus ou moins de devenir un véritable acteur. C'est ça ce qui m'intéresse. Je ne vous suis pas. Vous ne me suivez pas. Alors, par exemple... Non, mais ça mérite quand même éclaircissement. Non, parce que vous dites, oui, comment je suis en moi train je de pourrais être acteur en tant que Marocain. Par exemple, dans le cadre, disons, de débat entre plusieurs intellectuels au niveau, du pays du Sud, on est en train de se poser la question comment émanciper l'Afrique, le MENA, en gros, dans cette géostratégie changeante. Parce qu'on a vu qu'avec le nouveau monde, on commence beaucoup plus à utiliser le soft power. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, plus ou moins en Ukraine.
contre, disons, de mener les pays dans des sens vraiment contrôlés. Et du coup, on sait très bien que plusieurs idées émanant de ce nouvel ordre mondial posent problème pour les pays du Sud. Cette question, par exemple, tout à l'heure, notre ami il a parlé de la question de la Syrie. Aujourd'hui, on ne traite pas la crise humaine en Ukraine de la même manière qu'on l'a traitée en Syrie ou aussi en Irak et même au Yémen. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent et pour nous, il faut essayer un peu, non pas de prendre seulement position, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'on va y gagner dans le sens où nous allons vers un ordre mondial plus humain et humaniste. Qu'est-ce qu'on va y perdre, surtout parce que l'impact économique et socio-économique va être monstre. Peut-être une réaction, professeur Martin. Et surtout, quelle différence il y a entre cet exode de réfugiés ukrainiens et d'autres exodes ces dernières années, notamment du Soudan, du Yémen, de la Syrie, pour ne citer que ces pays où il y avait un conflit. Ça tout à l'heure, mais permettez-moi mentionner une chose. La question, à mon avis, c'est pas quelle Ukraine va Poutine hériter, mais plutôt quel monde. Dans quel monde nous allons vivre? On est vraiment dans un point tournant. C'est pas une guerre qui concerne seulement l'Ukraine. Certainement pas. C'est pas une guerre qui concerne même seulement l'Europe. Ça a des implications majeures que nous ne pouvons pas encore complètement envisager. Et sur l'ordre économique international, sur la géopolitique, comme le disaient les professeurs, et aussi sur les conditions de vie à moyen et court terme de la population mondiale. Et c'est ça la question, beaucoup plus que qu'est-ce qui va arriver à l'Ukraine, en étant une question très importante. Est-ce qu'on pourrait vivre peut-être une division de l'Ukraine, Est et Ouest, peut-être? Bon, de facto, il y a déjà une petite division depuis 2014. Il y avait même des prémices de guerre civile, absolument. Exactement. Donc ça a déjà passé. Ça, c'est un de ces scénarios possibles, mais je ne pense pas qu'il faut exclure des autres. L'Occident a joué un grand rôle, justement, de la crise, dans la crise de 2014. C'est-à-dire que les États-Unis ont joué un grand rôle pour le déclenchement de cette crise de 2014, qui a mené, rappelons-le pour nos chers téléspectateurs, à l'annexion de la Crimée par la Russie. Tout à fait, surtout par la suite, avec la politique d'apaisement un peu, avec des petites sanctions qui ne causaient vraiment aucun dommage au régime de Poutine. Revenons à votre question sur la différence de l'accueil évident par ailleurs. Déjà l'exode, après on parle de l'accueil. Exactement. et dans l'exode, la différence, il y a une différence majeure. Il s'agit pour l'instant seulement, ou surtout, des femmes et des enfants. Et ça change toute la donne. Déjà parce que ce n'est pas des familles. Et ça implique aussi qu'il y a, pour l'instant, on verra qu'est-ce que la guerre donne, une perspective de retour. Et ça explique aussi l'accueil à bras ouverts des Européens, qui attend qu'une fois que la situation se pacifie en Ukraine dans un sens ou l'autre, toute cette population va retourner. Ce qui n'était pas le cas ni au Soudan, ni au Yémen, ni en Syrie. Donc, parce que ce sont aussi des réfugiés politiques pour la plupart, parce qu'ils ont fui la guerre certes, mais d'autres, plutôt la majorité, s'opposaient au régime. Non. C'est la question pour la Syrie et le Yémen, c'est ça? Ils se sont enfouis aussi des conditions économiques, même s'ils ont, disons, profité ou ils l'ont fait au moment de la guerre. Très bien. Donc c'était réfugiés, mais avec un fonds économique important aussi qui explique aussi ce manque de perspectives de retour. Très bien. Et si effectivement Poutine parvient à ses fins, et là je reviens encore une fois à cette question, est-ce que vous pensez vraiment que ces populations vont vouloir revenir? Concernant cette population, d'abord, c'est fuir pour survivre. C'est la vie. Ce n'est pas seulement la question de l'économie. Parce que là, on est en guerre. Il ne faut pas mélanger les questions parfois climatiques, économiques et tout. Là, c'est une guerre. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et ce qui s'est passé en Syrie et ailleurs, même en Palestine par exemple, on sait que les gens, ils veulent vivre et survivre. Donc, cette question-là pose problème. Alors, le retour, ça, c'est une autre question. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne connaît ce que c'est que l'issue de cette guerre. Aujourd'hui,
il faut la séparer en deux. Il y a des ordres, mais qui ne sont pas en harmonie. Il y a l'ordre russophone ou russophile, il y a l'ordre aussi de l'OTAN occidentale, il y a aussi la Chine, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc vous voyez un peu le problème, comment il est. Donc on ne sait pas les évolutions vers où on va avec toutes les crises qu'on a. C'est pour ça que je parlais aujourd'hui que cette guerre, c'est une guerre qui pose problème au niveau humain et humaniste. Donc au niveau général, au niveau de ces vies, comme l'a appelé notre collègue, concernant quel est son impact sur les vies humaines. C'est ça le problème. Et aussi sur quel est ce système mondial humain et humaniste, entre guillemets. Très bien. Alors, quel devenir de ces réfugiés? Donc, bien sûr, il y a une option de retour. Vers quel pays devrait-il se diriger, Ivan Martin? Oui, à court terme, ça c'est déjà en train de se passer. Par exemple, hier encore, en Moldavie, il y avait 20 000 réfugiés moins que la veille, parce qu'ils savaient continuer leur trajet vers des pays européens. Ils ont exprimé, les enquêtes que j'ai pu consulter, ils ont exprimé leur volonté d'aller surtout vers l'Allemagne, vers les Pays-Bas, vers les Royaumes-Unis. Mais il y a tous les pays européens qui sont en train de se préparer. Il y a l'Espagne, la Suède, l'Italie, la Grèce qui sont en train de se préparer pour accueillir une partie de ces réfugiés. Et c'est important à dire que soit effectivement la situation s'améliore dans les prochains mois, et donc la plupart... On parle de mois là, on parle plus de semaines, parce que bien sûr, on parlait de quelques mais bien semaines. Sûr. Non, ça c'est clair. Mais en termes, pour un réfugié, quelques mois, c'est pas énorme dans ces perspectives temporelles. Et soit, s'il y a une amélioration dans les prochains mois, sans doute il y aura un flux de retour. Si ce n'est pas le cas, je n'exclus plus un deuxième flux de migrants des hommes. Parce que la famille vont se réunifier. Ils se sont séparés temporairement, mais ça ne va pas durer. Et qui seront doublement bien accueillis par l'Europe, parce qu'ils vont s'intégrer dans le marché de l'emploi. Il y a toute une tradition déjà d'intégration des migrants des travailleurs migrants ukrainiens en Italie, en Allemagne, en la République tchèque, etc., qui s'intègrent dans des travaux peu qualifiés, les soins, la restauration, la construction surtout, et dans lesquels il y a une demande, certes, aujourd'hui, des main-d'œuvre étrangères en Europe. Alors, ça pourrait, à la limite, arranger l'Europe en termes mais ça pourrait aussi, et ça, c'est bien sûr une spéculation, mais ça pourrait resserrer les refus des réfugiés ou des migrants venant du pays du Sud ou de l'Afrique. Donc, effectivement, c'est un scénario que beaucoup évoquent, professeur Zid. C'est ce genre d'emploi, donc cela contredit quelque peu les termes d'un député français qui disait que la migration qui venait d'Ukraine était une migration de gens plutôt formés, plus éduqués, et que c'était quand même une migration plus développée, on va dire. Pas vraiment, mais il y a une chose sur laquelle je peux m'expliquer, c'est que d'abord, dans toute crise, il y a des opportunités. Ces scénarios de migration se posent comme opportunité pour l'Europe, mais ce n'est pas parce que cette migration elle est plus formée, mais c'est surtout parce que cette migration est assimilable, parce qu'on est plus ou moins dans le même bassin d'après les Européens, ethnique, culturel. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu, si on prend la France comme exemple, ces stars, ce n'étaient pas des Français. Sylvie Vartan et autres, ce n'étaient pas des Français, c'était des Européens venus d'autres pays qui étaient vraiment des pays pauvres. Donc aujourd'hui, l'Europe est en train de se régénérer à partir de certains autres Européens. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus dans ce nouvel ordre mondial, et je reviens à la première idée que j'ai posée sur la table, c'est que cet ordre mondial, il restera toujours occidentalocentriste. Et moi, personnellement, je me rebelle contre ce type de système parce qu'il tient les pays du Nord, des Sud plutôt, disons comme des otages. Et aujourd'hui, on ne propose de droits humains, de démocratie que comme modèle.
et non pas comme un concept sur lequel on peut discuter, on peut travailler. C'est pas nouveau, ça, c'est pas récent. Non, mais aujourd'hui, ça se renforce. Ça se renforce encore plus. Quand on voit, entre guillemets, ce qu'on appelle le printemps arabe, pour moi, ce n'était pas du printemps arabe, c'était un hiver arabe qui nous a complètement posé beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, grosso modo, il y a surtout, notre collègue, il parle un peu, ou vous-même, vous parlez un peu de quelques mois de guerre. Quand on voit ce que l'Ukraine a annoncé comme 20 000 légionnaires étrangers venant lutter, disons, aider les Ukrainiens à résister, ça pose encore un autre problème. Quand on voit un peu disons, les informations, disons, les échanges entre ambassadeurs dans plusieurs pays, surtout du Sud, sur un peu l'invitation à aider l'Ukraine ou à ne pas aider l'Ukraine et autres, et tout ce débat-là entre ambassadeurs, ça pose problème. Ces questions-là, à un certain moment, dans d'autres pays, comme la crise syrienne, la crise irakienne et autres, on les voit comme des terroristes. Il y a eu beaucoup de réticence à accueillir ces réfugiés syriens et afghans aussi en Europe. Donc là, la donne a changé, de poids, de mesure. Oui, c'est ça. C'est ça ce que je suis en train de poser. C'est que cet accueil-là qui se fait, ça pose problème au niveau de l'éthique internationale autour de ce que j'ai appelé, et ce que les programmes au niveau international comme à l'UNESCO, la citoyenneté universelle. Il n'y a pas de citoyenneté universelle, ça se voit très très bien. Une réaction, Yvan Marty? Oui, en tout cas, je pense qu'il faut nuancer un peu les choses. Il y a clairement une différence de traitement, mais il y a aussi des différences claires dans la nature de ces flux et la identité de ces personnes. La première, c'est qu'il s'agit d'une guerre européenne. Les pays naturels des premiers accueils et des premières guerre européenne, oui, mais l'Ukraine n'est pas européenne. Enfin, ne fait pas partie de l'UE, pardon. C'est pas la même chose. Et ce qui montre, et ce qui a montré très clairement les derniers jours, c'est que malgré cela, les Européens considèrent l'Ukraine une partie fondamentale de l'Europe. Et ils ont réagi comme ils auraient réagi si on attaque la Finlande ou un autre pays, que personne ne questionnerait que c'est européen de souche, pour le dire, comme l'Ukraine l'est par ailleurs. Donc, il y a différence. Pas seulement ethnique, oui, il y a ça. Pas seulement linguistique, pas seulement religieuse. Ils sont des chrétiens orthodoxes. Oui. C'est très important. Mais il y a aussi une différence. Ça fait partie aussi des origines même historiques de cette dissociation un peu qu'il y a dans la population ukrainienne. Mais il y a aussi des différences importantes en termes de droits. Déjà, il ne faut pas oublier, les Ukrainiens bénéficiaient depuis 2017 d'accès sans visa au territoire de l'Union européenne. Donc, la libre circulation était une réalité. Et en tant que tel, ils ont le droit d'accéder à tout moment les territoires européens, en tant que réfugiés ou en tant que citoyens pour 90 jours. Maintenant, en tant que réfugiés pour un minimum d'une année. Deuxième différence majeure, qu'il ne faut pas ignorer non plus, c'est qu'il y a une diaspora ukrainienne déjà bien établie, au moins dans 6 ou 7 pays de l'Union européenne. Et en Pologne, il y avait 1 million d'Ukrainiens déjà en train de travailler. Et en Allemagne, en République tchèque, en Italie, en Espagne, il y a plus de 200 000 dans chacun de ces pays. Oui. Et ça facilite énormément l'accueil. Et ça fait, disons, l'intégration, permet de la faire de façon beaucoup plus naturelle et spontanée. Et ça aussi, ça joue un rôle important, à mon avis. Troisième chose qui me semble important, c'est qu'on est en train de parler finalement des intérêts stratégiques immédiats de l'Europe. Il ne faut pas oublier la dimension géostratégique. La Syrie, c'était une guerre lointaine pour nous. Le Yémen, c'est une guerre encore plus lointaine pour nous. Ce n'est pas le cas pour l'Ukraine. Les chars russes, maintenant, sont à 2 heures ou 3 heures de la frontière de l'Union européenne. Ça change la donne complètement. Ce n'est pas seulement une question liée à du racisme, qu'il y a du racisme, ou liée à des questions culturelles, c'est aussi une question géopolitique fondamentale qui affecte aussi, concerne aussi les réfugiés.
Très bien. Je pense, professeur Zid, peut-être une réaction, après je vous pose une question. D'accord. Alors, une petite réaction seulement. L'Europe, ça, c'est un grand problème, parce que si on parle de la géographie, c'est une chose. Si on parle de la politique, je vous réfère seulement à une question de Mélenchon, au moment des élections précédentes, quand il a posé la question il faut se poser la question de la limite, les frontières de l'Europe. C'est ça. Voilà, ça c'est une question. Cette question, c'est vrai, moi je ne dis pas que les idées avancées par notre collègue sont fausses, non, ils ont une certaine teneur dans le sens où ils sont, disons, inter-européennes. Mais au niveau international, Mais c'est le deal que l'ancien président ukrainien a refusé avec l'UE et qu'il a été renversé. Enfin, oui, avec c'est ça. toutes les manifestations qui s'en sont suivies. Mais je dis, ça ne remet pas en question ce que j'ai dit en tant que quelqu'un qui parle hors de l'Europe ou hors de l'Occident. Donc, je pense que ce qui est très intéressant dans les analyses, on n'est pas là en train de se rivaliser, mais on est en train de se compléter les uns les autres. Tant que l'Europe n'ouvre pas ses yeux sur ce qui se passe autour d'elle, il nous impose des résultats de certaines stratégies, je pense que là, la donne change. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ces questions vers où va le monde. C'est ça la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas une question... Est-ce que vous pensez que la Chine a lâché la Russie malgré que le ministre des Affaires étrangères a parlé d'amitié solide comme un roc, pour citer les termes du ministre chinois? Je ne suis pas chinois pour parler au nom des Chinois, mais je dis qu'en tant qu'observateur... Je vous demande justement votre observation sur cette déclaration du ministre chinois. En tant qu'observateur, je pense que la Chine, elle attend pour damer ses pions. C'est simple et c'est clair. Et comme le fait les États-Unis, comme le fait d'autres pays. Sinon, pourquoi dans certaines régions, notre ami a dit que la Syrie, c'est une guerre lointaine, mais c'est une guerre qui était vraiment occidentale. Qu'on le veuille ou non. Des géostratégiques avec beaucoup de non-dits. C'est pour ça que je dis il faut aller chercher les informations dans le non-dit. Seulement, parfois, nos amis européens, occidentaux en général, analystes, quand on parle avec eux, ils s'arrêtent. Ils essayent un peu de ne pas faire le mi culpa, c'est-à-dire parler un peu de ce qu'on doit parler, c'est-à-dire parler un peu du dessous de la carte. Alors, en parlant de dessous des cartes, est-ce que vous pensez que le fait que les États-Unis, malgré toutes les déclarations qui ont été faites, restent quand même un peu en retrait, c'est le fait que l'Europe ne représente plus autant d'intérêt et d'importance pour les États-Unis que ce fut le cas au XXe siècle? Yvan Martin. Oui, pour commencer, je ne suis pas d'accord que les États-Unis sont restés un peu en retraite. Ils sont derrière et c'est eux qui coordonnent toute la politique des sanctions. Mais sans action directe. Et c'est eux qui ont théorisé la nouvelle doctrine sécuritaire consistant à imposer toutes les sanctions possibles, même donner des armes à l'Ukraine, même maintenant faciliter des avions depuis des aéroports européens, mais sans s'engager directement. Donc, finalement, je ne pense pas qu'ils sont tellement à la retraite. Et pour votre question auparavant, moi, je pense qu'il y a une clé de lecture fondamentale. On a trop parlé de l'OTAN et trop peu de la démocratie. Je pense que la cause profonde qui gêne à Poutine de l'Ukraine, c'est beaucoup plus la dynamique démocratie et la perspective d'intégration dans l'Union européenne que les questions sécuritaires et l'intégration dans l'OTAN, qui par ailleurs, il a déjà avalé dans les 3 républiques baltes depuis quelques années. Et toute proximité de son territoire. Donc, et là, je pense que c'est de ces points de vue qu'il faut répondre à votre question si la Chine a lâché Poutine. Non, la Chine est prudente, c'est normal, c'est dans son ADN, mais il faut se référer à la déclaration que les présidents chinois et Poutine ont signée le 4 février, ensemble, à Pékin, où ils ont clairement prôné une approche différente de la démocratie. Ils se sont revendiqués comme des pays démocratiques à longue tradition démocratique et ils ont critiqué toute interférence dans les affaires des pays tiers en nom de la démocratie. Donc c'est, à mon avis, ça vraiment qui gêne Poutine du point de vue de sa dynamique interne en Russie et qui explique autant que les questions sécuritaires l'invasion de l'Ukraine. Et non, la Chine, pour l'instant, attend, mais n'a pas lâché Poutine du tout.
Alors, est-ce que vous pensez que, justement, malgré toutes les sanctions économiques et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup, on en demande même le retrait de la Russie d'Interpol, bref, donc tout ce genre de sanctions, est-ce que vous pensez vraiment, à cause de cette menace de l'Occident aux portes de la Russie, pourrait faire le poids par rapport à cette menace-là, qui est d'ordre sécuritaire et géostratégique pour les Russes? Et éventuellement, je ne peux pas me prononcer sur ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, non, mais en tout cas juste pour, oui. il y a aucun doute que ça n'était pas attendu. La virulence de ces sanctions n'était pas attendue par la Russie. C'est clair aussi qu'il a des conséquences majeures pour l'économie, la société russe. Et c'est clair aussi que ça marque un point tournant dans le système économique international. La gestion des réserves internationales des pays, la moitié des réserves russes, ont été gelées. La question du système de paiement international, avec le blocage partiel de l'accès au système SWIFT. Oui. Et tout ça, les sanctions, la gestion des sanctions même, tout ça va avoir un impact sur des années, voire des décennies, et qui est très difficile à visualiser aujourd'hui. Très bien. Une réaction, professeur Zine, par rapport justement. Alors passons au volet économique. Aujourd'hui, l'Ukraine introduit des quotas d'exportation de certains produits agricoles, dont le blé. Qu'implique cela concrètement pour les pays importateurs, dont le Maroc? Nous arrivons justement pour les impacts que vous citiez en début d'émission. Non, je pense que... Non, on ne parle même plus du prix du blé qui atteint des records. Je parle de la disponibilité de la denrée. Oui. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit que c'est une guerre, disons, si vous voulez, c'est des tensions inter-européennes, mais qui ont un impact au niveau international. C'est sûr. Pourquoi je dis ça? D'abord, pour la question concernant, disons, non seulement l'énergie, mais aussi la nourriture, le blé, entre autres, ça va poser problème. Mais en ce qui concerne un peu les punitions qu'on est en train de faire, ce ne sont pas des punitions seulement contre la Russie. Parce que la Russie, on a parlé tout à l'heure de la Chine, ils ont essayé de trouver des solutions. Des alternatives pour les questions du SWIFT, etc., les paiements et tout. Mais le grand problème, c'est l'impact pour les pays qui n'ont pas d'alternative. C'est ça le grand problème. Par exemple, comme l'Europe, d'ailleurs. Oui, ils n'ont pas d'alternative au gaz russe. D'ailleurs, malgré la guerre et les sanctions, le gaz russe continue de chauffer les foyers européens. Pour l'Europe, ils vont trouver toujours, disons, des solutions dans le cadre de l'Union européenne. Toujours pas mais pour les pays qui tournent autour, et là je parle un peu du MENA, je parle de l'Afrique, là, déjà, comme on le constate, ils ne sont pas assez unifiés. Ce n'est pas parce que parfois on a une certaine, perception que quand l'Union européenne parle, c'est comme c'est plus ou moins l'ONU. Non, pour les pays de l'Afrique. Vraiment à nuancer. À nuancer, parce qu'au début de ce... Je me permets de vous interrompre, si vous le permettez. Au début de ce conflit en Ukraine, il y a eu la voix des Européens n'était pas unie à cause justement d'enjeux économiques et énergétiques. Non, mais elle était unie, par exemple. Mais elle était unie jusqu'à ce que les forces entrent vraiment. Parfois, l'Union européenne, elle était unie au plus ou moins majoritaire quand ça concerne des petits problèmes, des crises qui ne l'intéressent pas du tout au niveau du voisinage africain. Ça, il faut le comprendre quand même. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en train de discuter de poids de mesure. Parce que le grand problème, il y aura un impact. C'est une guerre régional, entre guillemets, mais avec un impact international. C'est pour ça que je n'ai cessé de réitérer le concept humain et humaniste. Parce que tant qu'on n'essaie pas de parce qu'on est entré dans une globalisation... Oui, mais l'Afrique dépend de ce blé, professeur Zine. Oui, bien sûr. Comment vous parlez d'union maintenant? C'est chacun pour son peuple, pour nourrir son peuple. C'est pour ça que je dis qu'il y a des impacts... Comment être unis pour trouver des alternatives au blé ukrainien? Voilà une question. Par exemple, pour nous au Maroc. Je pense qu'il y aura des solutions. C'est vrai, dans les médias, il y aura des problèmes, mais à long terme, l'Union européenne pourra trouver des solutions parce qu'ils sont en train de réfléchir en tant qu'une union. Tandis que, par exemple, en Afrique, au niveau du MENA, par exemple, si on prend la Ligue arabe,
Ça, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de tensions entre nous. Vous devez savoir, par exemple, la région la moins structurée, où il n'y a pas assez, disons, de coordination, même au niveau de la société civile, c'est le Maghreb. Donc, plus on n'est pas unifié, plus on n'est pas structuré, plus il n'y a pas d'instances qui sont dynamiques, qui bougent, qui travaillent, qui fonctionnent, il y aura les retombées de cette crise vont être plus dures. Et c'est les populations qui vont les payer. C'est pour ça, moi, je suis en train, ce qui m'intéresse, je réfléchis, et je sais que ça va être moindre au niveau de l'Union européenne, mais avec beaucoup de problèmes au niveau disons, des régions satellitaires, si j'ose dire. C'est ça le grand problème. Comme le Maroc. Alors, voilà, je réitère la même question. Comment trouver des alternatives à ce blé ukrainien? Juste en chiffres, la tonne a atteint 400 €, c'était vendredi déjà, avant que l'Ukraine n'annonce des quotas d'exportation. Donc peut-être que ces prix-là risquent d'augmenter davantage. Est-ce qu'il y a réellement des alternatives à ces denrées dont disposent et l'Ukraine et la Russie, pour ne parler que des céréales? Il n'y a pas d'alternative à court terme. Il y a les 30% de la production mondiale vient de ces deux pays. Et s'ils n'arrivent pas à l'exporter, les pays qui sont dépendants des importations n'ont pas d'alternatives à court terme. Parce que aussi les autres pays vont chercher à se fournir dans ces produits. Je vous donne par ailleurs une information. Dans les supermarchés espagnols, aujourd'hui, l'huile de tournesol est déjà rationnée. Parce que parmi les produits agricoles qui justement vont subir ce quota d'exportation, il y a l'huile de tournesol, il y a le poulet, il y a les œufs. Parce que la moitié de la production mondiale d'huile de tournesol vient de l'Ukraine. Donc effectivement, ça pose et ça a des implications majeures pour des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Égypte ou comme le Liban, qui ont une forte dépendance des importations de céréales et qui sont subventionnés pour la population. Ça pose deux problèmes. Ça pose bien sûr le problème des prix et de l'impact sur les déficits publics dans ces pays, mais ça pose aussi la montée des prix doit être répercutée au moins en partie dans les prix nationaux, et ça risque de créer des instabilités et des mécontents sociaux, des malaises sociaux évidents, mais ça pose aussi le problème directement de l'accès et de l'approvisionnement de ces denrées, effectivement. Et c'est la première conséquence évidente. Il y a des autres, même pour l'industrie marocaine, par exemple. Et il y a des métaux très importants produits par la Russie. Le fer, et d'ailleurs même l'aluminium, le titanium, le vanadium et le nickel, par exemple, où la Russie a une production entre 10 et 20% de la production mondiale, dont les prix ont déjà commencé à augmenter et qui sont nécessaires, hélas, pour l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Les deux industries où le Maroc a réussi à se positionner en termes compétitifs internationaux. Donc, effectivement, les implications sont majeures à court terme. Et évidemment, les gouvernements européens et des autres pays sont en train de chercher des alternatives, mais pour les denrées alimentaires, il n'y a pas beaucoup. Alors justement, vous avez évoqué les métaux. L'aluminium a dépassé pour la première fois la barre des 4 000 $ la tonne. Le cuivre, 10 845 $ la tonne. C'est dire que c'est sûr que ça aura bien sûr des impacts sur les industries. Quel impact sur la chaîne de valeur mondiale? Vous avez évoqué à juste titre les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile qui dépendent fortement de ces je dirais, et tout ça arrive à un moment où il y a des fortes tensions déjà à cause de la pandémie. Absolument. Et où il y avait déjà une augmentation, par exemple, des coûts de transport international et une augmentation des coûts de certaines matières premières bien avant la guerre en Ukraine. Donc, et ça dessine un peu la perspective d'une récession, une crise économique, une inflation, cette inflation classique, d'une crise économique majeure pour les années à venir. Et effectivement, ça va dépendre surtout de l'ampleur et de la durée du conflit en Ukraine. Mais pour l'instant, effectivement, on ne peut pas être très optimiste.
Une Je réaction, pense que professeur Zine. ceux qui ont décidé cette guerre, ils savaient tout ça. Ils savaient que tant qu'on ne la contrôle pas, il y aura des répercussions. Qui D'abord, qui a décidé et qui pourrait la contrôler? Non, qui a décidé. On a cessé d'analyser. Il ne s'agit pas de dire X ou Y, mais c'est tout un système. C'est l'Occident. C'est le système, c'est pas l'Occident. Non, je ne suis pas en train de dire l'Occident, c'est le système. La guerre a été décidée par la Russie, par le système. Écoutez, non, alors quand on parle du système, il y a ceux qui disent, à juste titre, et en faisant peut-être une comparaison avec le conflit de 2014, qui a fait que ça fait réagir les Russes en annexant la Crimée, d'autres, effectivement, la Russie est pleinement responsable. Donc là, les avis divergent. Alors, mais là, vous parlez de système où on n'arrive pas à voir. Non, parce que quand on parle de système, le système, c'est ce que vous avez décrit. Par exemple, un pion n'a de valeur que quand il est dans un échiquier précis et dans un système précis. Donc la question de la Crimée n'a eu des répercussions que parce qu'il y avait des tensions autour de cette question-là. La question de la limite de l'Europe, on a cessé d'avancer des éléments. Alors, donc, quand je dis le système, c'est tout cela. C'est-à-dire, il n'y a pas c'est X qui a commencé la guerre au CY, mais il y avait un déclencheur qui était derrière tout cela. Au lieu de désamorcer la crise, tous ont continué à faire, même aujourd'hui, quand la Russie a décidé d'atteindre certains objectifs qu'elle a décidé, donc ça veut dire qu'il ne veut pas revenir. Donc c'est une guerre et dont qui paie les pots cassés, comme je ne cessais de le dire, c'est les pays qui sont satellitaires et qui sont dépendants de ce système. Est-ce qu'on va s'attendre à une flambée des prix dans les mois, dans les semaines à venir, ou on doit attendre peut-être vers juillet, août, avant de sentir vraiment les répercussions de cette flambée des prix à l'international? Je parle bien sûr de la poche du citoyen lambda. Je pense que les prix vont, dans les jours à venir et les mois à venir, vont augmenter plus la guerre dure. Ça, c'est la première chose. Et le système, d'alimentation et d'échange, c'est-à-dire alimenter les marchés et tout, trouve des problèmes et que les sources d'exportation seront taries. Les réserves vont s'amenuiser. Et surtout, comme je n'ai cessé de le répéter, c'est que les pays qui se trouvaient seuls face à cette crise, ils vont payer les pots cassés et ils vont le payer très cher. Alors, l'Union européenne, c'est sûr qu'il va payer, mais avec un marché structuré, avec plus, chacun va essayer de tirer profit. Mais des pays comme les pays africains ou les pays arabes vont se trouver vraiment largués. Et d'ailleurs, l'expérience de la Covid l'a démontré avec les questions, disons, des vaccins. Donc on voit qu'une fois que le bateau commence à couler, chacun s'intéresse à ses affaires, mais plus tu es dans un système sécuritaire et de sécurité, on va essayer de voir ça. Parce que tout à l'heure, on a parlé que le Maroc va payer les pots cassés en ce qui concerne un peu l'industrie automobile et aéronautique. C'est vrai, mais ça sera aussi d'autres qui sont en train d'exploiter. Alors, comment cette résilience va se faire, va s'organiser? C'est là la question. Mais l'inflation va toucher le monde entier. Oui, ce ne sont pas que les industries. Et ceux qui vont trouver une sorte de résilience, c'est ceux qui sont dans un système, disons, régional, plus solide, comme l'Union européenne et les autres pays. Et c'est eux qui vont être, peut-être, et ça, je le crains, ils vont être sucés à blanc. Très bien. Alors, Macron, le président français Emmanuel Macron, a rencontré, en tout cas s'est entretenu avec le président russe et il a repris la déclaration du président russe, de Vladimir Poutine, qui affirmait que s'il n'atteint pas ses objectifs en Ukraine, soit par la négociation, soit par la guerre. Donc, in fine, est-ce que la négociation a vraiment sa place? Et malgré ces... C'est une affirmation propre d'un joueur de cartes. Si on fait la guerre, on affirme jusqu'au dernier moment qu'on va tout gagner, les pots. Mais ça ne veut rien dire. Évidemment, il va dire ça jusqu'au dernier moment. Comme l'Allemagne, vous l'avez dit tout à l'heure, a resté neutrale jusqu'au dernier moment. Et maintenant, il a doublé, dans l'espace d'une semaine, les dépenses militaires par deux. Par deux, oui. Donc, moi, je ne prends pas ça trop au sérieux. Ça dépend
de la suite de la guerre en Ukraine, ça dépend des risques, des sanctions sans doute. Est-ce que ça pourrait vraiment faire marche arrière au président russe? On ne sait jamais, il est bien installé dans les pouvoirs. Mais ceci dit, c'est clair que les sanctions qui ont une portée qu'on ne connaissait pas historiquement, pas du tout. On n'a pas déconnecté un pays comme ça, sauf la Corée du Nord, mais ça a déconnecté elle-même. Mais on n'a pas déconnecté un pays du système international comme ça, du jour au lendemain. Et ça a un impact terrible, immédiat, déjà aujourd'hui, sur la population russe. Et la population russe, éventuellement, quand je parle de la population, je parle aussi des forces de l'ordre, de la police, de l'armée, évidemment, du parti, des oligarques. Ils vont exactement, qui sont en train d'être les grands perdants de ça, de cette guerre. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des possibilités, des perspectives éventuelles d'un changement en Russie, et sauf si Poutine lui-même comprend qu'il vaut mieux négocier. Mais il ne va pas le faire jusqu'au dernier moment. Il ne va pas annoncer à Macron si vous êtes un peu plus dur, moi je veux revenir sur mes soviétifs. Non, ça serait un mouvement très maladroit. Qu'est-ce qu'il désire réellement, ce président russe? Quels sont les réels motifs, quelles sont les réclamations que demande concrètement le président russe aujourd'hui à l'Occident? Pour moi, il y a une réclamation claire, immédiate, c'est très explicite, c'est de démilitariser l'Ukraine. Il parle maintenant de démilitariser l'Ukraine, alors qu'avant, il parlait que l'Ukraine ne joigne pas l'OTAN. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Et limiter l'expansion de l'OTAN à de nouveaux pays. On ne sait pas s'il pourrait aller jusqu'à demander la retraite de l'OTAN des 3 républiques baltes. Et ça, c'est les demandes explicites. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 questions majeures qu'il y a derrière ça. C'est les maintiens du régime autoritaire, pour les moins, russe à l'interne. Et pour ça, l'exemple, justement parce que l'Ukraine et la Russie sont très proches, ils parlent en partie la même langue, ils sont très interconnectés, et c'était un exemple terrible d'un pays qui s'est démocratisé, où il y avait des alternances dans les pouvoirs et qui envisageait de joindre l'Union européenne avec tout ce qui implique des prospérités, des démocraties, etc. Ça, pour les citoyens russes, c'est un exemple terrible. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qu'il ne faut pas ignorer... Mais il existait déjà cette Ukraine à la frontière russe avec un président élu démocratiquement. Pourquoi aujourd'hui ça pourrait commencer à poser problème? Bon, ça pose de plus en plus de problèmes. Les plus l'Ukraine se rapproche de l'Union européenne. Et deuxième question qu'il ne faut pas ignorer, et ça c'est vrai, et ça explique les soutiens que dont Poutine a bénéficié dans la société russe, c'est le sentiment d'humiliation après l'écroulement de l'Union soviétique, causé par la perte des républiques, des anciennes républiques socialistes, dont le Kazakhstan, la Bélarus, l'Ukraine même, les républiques baltes, etc. Et la notion qu'il fallait reconstituer, ça c'est les grands projets qui s'est donné Poutine, de reconstituer les hinterlands on sait soviétiques. Que la Russie est assez affaiblie et je pense que c'est plus un mythe. La Russie est aujourd'hui affaiblie. On ne peut pas avoir ce genre d'ambition en ayant une Russie aussi affaiblie. En même temps, ne pas avoir l'ennemi en face. Mais en même temps, c'est ça leur programme. On a vu ce qui s'est passé juste quelques semaines auparavant au Kazakhstan. On a vu ce qui s'est passé à Bélarus. C'était Poutine qui négociait avec la Pologne sur la crise des réfugiés encore. Une fois, irakiens cette fois. C'est ça. Donc, ça, c'est son projet. Si c'est un projet de l'Iran, c'est une autre histoire. Un dernier mot, professeur Zine. C'est vrai, il y a un peu les rêves. Disons, ancienne de cette URSS qui est tombée comme un château de cartes. Ça peut-être, on
on peut le lire, mais il y a aussi ce que je peux appeler la contamination de la démocratie européenne, quand on voit ce qui se passe à l'intérieur de l'URSS. Et donc, créer cet interland, c'est plus ou moins créer une zone qui peut être, disons, comme barrière contre cette démocratie à l'européenne, par les opposants, avec tous les problèmes d'interférence européenne, quand on a demandé à l'opposant Vincenko on l'a traité, on l'a guéri, on l'a. Donc vous voyez un peu tout ce travail-là. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Europe a utilisé dans le printemps arabe, mais sous forme de soft power. Il faut faire un peu Seulement l'URSS, elle était assez, disons, je m'excuse, la Russie, elle a réagi parce que déjà, c'est un marché international qu'on ne peut pas, c'est comme la Chine, qu'on ne peut pas attaquer facilement. L'histoire nous l'apprend que même Napoléon, après, il s'est retiré. À chaque conquérant qui essaye d'y aller avec les espaces très, très, très vastes et tout. Alors, vous allez me dire qu'aujourd'hui, il y a les avions, il y a ceci, il y a cela, mais malgré cela, il y a cette question disons, géographique de ce territoire très large. Mais je pense que tant qu'on n'arrête pas, et on ne va pas aller dans un débat sur la démocratie, les droits de l'homme, non pas comme modèle, mais comme concept, il y aura toujours des crises et des problèmes, soit à travers le soft power, soit à travers ce type de guerre, quand les deux, ça nous rappelle un peu la question de la Chine. Qui est tout aussi militaire qu'informationnel, il faut quand même le rappeler. Merci beaucoup, professeur Abdel Fattah Zine. Merci, professeur Ivan Martin. Je sais que le débat est encore... Il y a beaucoup de choses à développer, mais malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Merci, messieurs. Je vous remercie. Merci. On vous remercie. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.